Où que vous soyez sur la planète, merci d'être à l'écoute d'RFI. Il est minuit 30 à Paris, 22h30 à Bamako. Et le journal de l'Afrique présenté par Guillaume Cordeau. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Adrien, bonsoir à tous. À la une de cette édition d'Afrique Soir, des dégâts au tribunal de la commune 4 de Bamako au Mali. Il a été le théâtre d'affrontements cette semaine. Le ministre de la Justice a effectué une visite. Il a tenu à apporter son soutien au personnel de justice visé par les manifestations contre l'arrestation du chroniqueur Rasbat depuis et qui a été libéré. La libération d'opposants politiques en République démocratique du Congo, parmi eux Fred Boma de la Lucha et Yves Makwambala de Filimbi. Mais un représentant de la société civile, Georges Kapiamba, estime que cette mesure n'est que poudre aux yeux. Un nouveau représentant de la presse arrêté au Burundi. Il s'agit d'un journaliste radio qui travaille à Buja FM, Giza Steve Irakose, qui a été interpellé dans un bar sans qu'aucune charge n'ait été formulée contre lui. Reporters sans frontières réclame sa libération immédiate. À suivre dans 15 minutes, retour sur l'actualité, le drame du Probo Koala en Côte d'Ivoire. 10 ans après, les déchets toxiques déversés dans la capitale économique Abidjan n'en finissent plus d'alimenter la polémique. Les victimes sont loin d'avoir été indemnisées. Nous y reviendrons avec notre invité. Les suites donc de la manifestation violemment réprimée par les forces de l'ordre mercredi à Bamako au Mali. L'animateur radio qui avait été interpellé a été libéré. Rasbat s'en était pris à l'armée ces derniers jours, le contingent qui a subi de lourdes pertes depuis des attaques djihadistes ces dernières semaines. Le chroniqueur était accusé d'outrage aux bonnes mœurs. Son arrestation avait enflammé la capitale malienne, faisant 1 mort et 18 blessés. Des centaines de personnes mobilisées pour lui devant le tribunal de la commune 4 pour le soutenir. Le ministre de la Justice s'est rendu sur les lieux des affrontements avec les forces de l'ordre en cette fin de semaine. Il a adressé un message de soutien au personnel de justice. Reportage d'Anthony Fouchard. Le ministre de la Justice, Mamadou Ismaël Konaté, est venu constater les dégâts dans le tribunal de la commune 4. Il a rappelé qu'aucune opinion ne pouvait justifier de telles violences. 19 personnes ont été interpellées durant la manifestation. Et ces 19 détenus vont être sans doute présentés devant le juge. Et ces 19 détenus vont répondre non seulement de leurs faits et gestes, mais également vont devoir répondre de la casse qui a été faite ici. L'État va se retourner en termes de responsabilité contre toutes les personnes qui seront mises en cause, dont les responsabilités vont être établies ici. Il faut que quelqu'un paye et quelqu'un va payer. Quant au chroniqueur radio Rasbat, il a été libéré à l'issue de sa garde à vue et placé sous contrôle judiciaire. Mamadou Sidibé, le procureur par intérim de la commune 4, précise certaines conditions. C'est des mesures strictes, notamment le fait de ne pas animer l'émission qu'il anime habituellement, de ne pas sortir dans la limite territoriale de la commune 4. Le ministre de la Justice qui parle également de défaillance dans la sécurisation des lieux. Mais ce qui vous est arrivé est anormal parce que simplement il y a eu des défaillances. Je suis incapable de comprendre comment des milliers de personnes peuvent se réunir sans pour autant que l'on soit capable non seulement de les en empêcher d'une part, mais également de les contrer. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes pour déterminer les différentes responsabilités liées à cette manifestation violemment réprimée et qui a coûté la vie à une personne. Anthony Fouchard, Bamako, RFI. Sérieux revers en Libye pour les forces fidèles au gouvernement de Tripoli. Jeudi à Sirte, 2 voitures piégées ont explosé derrière les lignes armées à l'entrée ouest de la ville. Le bilan est lourd, 12 morts et 80 blessés. Les 2 attaques ont été revendiquées par l'EI, l'organisation terroriste qui ne veut pas quitter la ville malgré plus de 3 mois de combat. L'EI qui a subi aussi une importante perte stratégique, celle de son émir en Libye qui a été tué. On ne sait pas exactement quand le responsable est décédé. Ce n'est pas indiqué dans la revue hebdomadaire de l'organisation islamiste Al-Naba. Ouda Ibrahim. La revue révèle sa vraie identité. Il s'agissait de Wissam Najm Zoubaidi ou d'Abou Nabil El-Ambari de son nom de guerre. Il était irakien. Il est présenté comme le bras droit de Baghdadi, le chef de l'EI. Ils étaient ensemble dans la prison de Boka, puis à Abu Ghraib en Irak. Il a fui la prison pour devenir wali de la région Salah ad-Din avant d'arriver en Libye. Sa mort était annoncée par les Américains en novembre de l'année dernière suite à une frappe aérienne américaine. Mais l'organisation a gardé le silence
silence sur sa mort jusqu'à cette semaine. Il est annoncé que sa mort est intervenue suite à une frappe de l'aviation américaine. Il serait mort à Darna, ville de l'Est de la Libye, bombardée systématiquement par l'armée de l'Est, dirigée par le général Khalifa Haftar. Depuis le mois de mars, Abdelkader el-Najdi, un Saoudien qui a fait la guerre en Syrie avant d'arriver en Libye, se présente comme étant le nouveau chef de l'EI en Libye. Ouda Ibrahim sur Radio France Internationale. Ils vont pouvoir finalement introduire un recours après la condamnation de leurs clients sanctionnés par des peines de 3 à 15 ans de prison. Les avocats de 13 militants anti-esclavagistes de l'Iran en Mauritanie vont pouvoir faire appel du verdict, la cour criminelle de Nouakchott acceptant d'examiner leur demande. Les hommes de loi constitués en collectif avaient déserté l'audience. Ils protestaient ainsi contre les tortures selon eux infligées à leurs clients. L'appel devrait être introduit ce lundi. 23h35 à Kinshasa, c'est une mesure considérée par le pouvoir comme un geste de décrispation politique. En République démocratique du Congo, le ministre de la Justice annonçait il y a quelques heures la libération de prisonniers politiques et d'opinion, 24 sur une liste de 26 transmise par l'opposition, qui en avait fait l'un de ses préalables à toute discussion autour du calendrier électoral. Les négociations vont donc pouvoir commencer selon le facilitateur de l'Union africaine, Edem Kodjo, très rapidement. Écoutez-le au micro de notre correspondant à Kinshasa, Kamanda Muzembe. Après avoir examiné attentivement tous les aspects du problème, je suis heureux aujourd'hui de constater qu'un effort extrêmement substantiel a été fourni. Je vous prie, Monsieur le ministre, de bien vouloir accepter mes sincères remerciements dès à présent. Merci. Je voudrais que ces remerciements aillent aussi au chef de l'État qui a reçu il y a 48 heures les jeunes de la Lucha et qui a promis que ces jeunes seraient libérés. Je vois dans la liste que ceux qui sont concernés sont tous libérés. Je ne dirai pas grand-chose. Je sais ce que les journalistes veulent me poser comme question. C'est la question suivante. Et alors, à quand le dialogue? Mais il est d'ores et déjà clair que ce préalable-ci ayant été levé, le dialogue commencera dès la semaine prochaine. Edem Kodjo, le facilitateur de l'Union africaine pour la République démocratique du Congo. Parmi les personnes concernées, donc, par ces libérations, on trouve des noms connus, Fred Boma de la Lucha et Yves Makwambala de Filimbi. Il y a aussi Jean-Marie Kalonji de 4e Voie et Christopher Ngoy Mutamba du mouvement Synergie Congo Culture. Mais manquent à l'appel Eugène Diomine Dongala et Jean-Claude Mouyambo pour le ministre de la Justice congolais. Ce sont des cas particuliers. Eugène Diomine Dongala a été condamné pour viol. Cela pourrait créer un dangereux précédent. Et Jean-Claude Mouyambo pour escroquerie. Cela pourrait choquer l'opinion publique. Cependant, le pouvoir à Kinshasa accepte le retour de 2 chaînes de télévision qui peuvent à nouveau émettre. Il s'agit de CK TV, proche de Jean-Pierre Bemba, et Canal Futur, favorable à Vital Caméré. Mais malgré ces signes de bonne volonté, des voix s'élèvent déjà dans l'opposition pour dénoncer de la poudre aux yeux. C'est la position de maître Georges Kapiamba, le président de l'ACAJ, qui évoque un effet d'annonce et non un réel geste politique. Pour lui, seules 4 personnes sont concernées par ces libérations. Les 20 autres sont déjà hors de cellule ou en liberté provisoire. Écoutez-le. Nous avons constaté que la liste publie 24 noms. Sur ces 24, il n'y a qu'en réalité 4 personnes qui bénéficiaient de mesures éventuelles de liberté provisoire. Les 20 autres sont celles qui sont déjà en liberté depuis plusieurs mois. 2-3 membres de Lucha et quelques membres de Goma qui étaient arrêtés en novembre, qui ont été déjà libérés au mois de janvier. Bref, nous pensons que le gouvernement congolais doit faire encore plus pour ainsi détendre le climat politique et favoriser la confiance entre les différents acteurs, parce que pour nous, libération des prisonniers politiques et d'opinion est fondamentalement une question des droits de l'homme dans le contexte actuel en RDC. Maître Georges Kapiamba, le président de l'association congolaise pour l'accès à la justice et représentant de la société civile dans l'opposition, contacté par Coralie Pierret. Quant à l'organisation Human Rights Watch, elle estime que ces libérations en RDC sont un pas de plus dans la bonne direction, rappelant cependant que d'autres militants restent en prison.
Autre affaire à assombrir encore un peu plus le tableau en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, celle de l'arrestation ce mercredi d'un défenseur des droits de l'homme. À Boma, dans la province du Congo central, Barthélemy Tambongema est accusé d'avoir incité la population à ne pas régler ses impôts ou en tout cas différer le paiement. L'activiste accuse l'administration fiscale de sa ville de corruption. Son arrestation est un acte d'intimidation selon Roger Mavungu Kama, secrétaire exécutif de la Dynamique pour le droit, la démocratie et le développement durable en République démocratique du Congo. Même ce qu'il a dénoncé, c'est exactement la Fédération des entreprises du Congo, district de Boma, est en train de dénoncer également. Et d'ailleurs, jusqu'à dénoncer les comportements de l'administration fiscale. Les impôts doivent être collectés, mais il faut rester dans la législation fiscale en vigueur. C'est de créer des mécanismes de collecte qui ne se reposent pas sur la loi, à travers les taxations d'office pratiquement complaisantes, tout comme les avis de régularisation également discutables. C'est cela la situation qui est en train de passer à Boma ici. Et Barthélemy a relayé cela. Roger Mavungu Kama, secrétaire exécutif de la Dynamique pour le droit, la démocratie et le développement durable en République démocratique du Congo avec Léa Lisa Westerhoff. Quant aux manifestants arrêtés ce mercredi à Beni, dans l'est du pays, ils faisaient l'objet de tensions depuis leur arrestation après avoir protesté contre le gouvernement. Une soixantaine au moins, peut-être plus, car ils sont au total 108, ont été libérés, annonce du maire de la ville Edmond, Masumbuko Nyoni. Un couvre-feu a été instauré à Beni de 19h à 6h du matin suite aux affrontements qui ont pour origine le massacre d'une cinquantaine de civils selon l'ONU sur le territoire dans la nuit de samedi à dimanche. Nouvelle arrestation d'un journaliste au Burundi. Il s'agit cette fois-ci d'un employé de la radio Buja FM. Giza Steve Irakose a été interpellé ce jeudi dans un bar à l'ouest de la capitale. RSF réclame sa libération immédiate. Reporters sans frontières qui s'inquiètent du sort des journalistes dans le pays. Il y a un mois, l'un d'eux, Jean Bigirimana, a disparu. Cette fois, le journaliste a été arrêté sans qu'aucune charge n'ait été formulée contre lui, selon des témoins. On sait que Giza Steve Irakose dispose d'une double nationalité burundaise et rwandaise et que les relations sont houleuses avec le voisin du Nord. Écoutez, Gilles Velus, rédacteur en chef à Reporters sans frontières. Il est arrivé que hier soir, il a été enlevé, jeté dans un pick-up et ensuite dans un cachot des services de renseignement à Gatumba, qui est près de Bujumbura, la capitale. C'est évidemment des circonstances assez brutales, d'autant plus que ce journaliste est diabétique, donc on peut craindre qu'il ne soit pas bien traité en prison. Et officiellement, on lui a signifié qu'il était poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État, qui est un chef d'inculpation assez fourre-tout, malheureusement, au Burundi, notamment dès qu'il s'agit de journalistes. On sait qu'il travaille pour une radio qui s'appelle Buja FM, qu'il a une double nationalité, burundaise et rwandaise, qui nous fait penser que ça a peut-être un rapport avec son arrestation. Il y a quand même une hystérie anti-rwandaise en ce moment au Burundi. Gilles Velus, rédacteur en chef à Reporters sans frontières, contacté par Florence Maurice. C'est une élection sans surprise en Angola. Le chef de l'État en poste depuis 1979 vient d'être réélu aujourd'hui à la tête de son parti, le MPLA, ce qui propulse José Eduardo dos Santos, grand favori à l'élection présidentielle de l'année prochaine. Il refuse la défaite et dépose un recours devant la Cour constitutionnelle contre la victoire de son adversaire, le président sortant Edgar Lungu, réélu la semaine dernière en Zambie. Hakainde Hichilema, candidat malheureux, estime que le scrutin a été truqué. Il demande donc l'annulation de l'élection. L'opposant a obtenu 47,6% des voix. La Cour constitutionnelle devrait statuer d'ici un mois. Hakainde Hichilema affirme que le président sortant n'a pas obtenu le seuil nécessaire pour l'emporter. En Afrique du Sud, c'est tout un symbole. Après les élections municipales du début de mois, la capitale administrative Pretoria est désormais aux mains de l'opposition qui a pris ses marques ce vendredi avec un maire issu d'une coalition, Solly Msimanga, signe de la défaite historique du parti au pouvoir, l'ANC, qui n'a pas su conserver sa domination sur fond de scandales de corruption autour du chef de l'État. C'est une première depuis 1994. Alexandra Branche.
Un premier conseil municipal houleux. Le maire entrant, Solim Simanga, a été élu sous les acclamations de toutes les formations politiques qui se sont ralliées derrière lui. Au total, 6 partis d'opposition qui se sont regroupés pour faire tomber l'ANC, le parti du président Jacob Zuma. Pour le maire élu, Simanga, après 20 ans de domination de l'ANC, l'heure est au changement. Les habitants de Pretoria nous ont dit qu'ils en ont assez de la corruption, du népotisme, qu'ils sont fatigués de toujours voir de l'aide réservée à certains parents ou à certains amis. Ils disent qu'ils sont fatigués des millions qui disparaissent. Ils veulent de meilleurs services publics. Et nous leur disons, nous allons vous aider. Dans la salle, les conseillers municipaux de l'ANC en colère accusent Simanga de ne pas avoir réellement gagné et lui promettent maintenant qu'ils sont sur les bancs de l'opposition de lui rendre la tâche difficile. Alexandra Branjon, Johannesburg, RFI. Et il est minuit 45 à Paris, 22h45, temps universel. À suivre dans le prochain quart d'heure, le scandale du Probo Koala en Côte d'Ivoire 10 ans après et le journal des sports des Jeux Olympiques à Rio avec Antoine Grenier. La Côte d'Ivoire, 10 ans après le déversement des résidus toxiques du cargo Probo Koala sur plusieurs sites d'Abidjan, la capitale économique. Ces déversements avaient provoqué la mort de 17 personnes et près de 100 000 intoxications. Toutes les victimes sont loin d'être indemnisées 10 ans après. Pour évoquer ces faits, nous recevons Marc Guénia, spécialiste des questions pétrolières pour l'ONG suisse La Déclaration de Berne. Il répond à Jean-Jacques Louarn. Marc Guénia, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Malgré la catastrophe du Probo Koala, Trafigura n'a jamais quitté la Côte d'Ivoire. Le géant suisse est même en position de force aujourd'hui à Abidjan. Comment cela est-il possible ? C'est difficile d'y répondre, c'est difficile de comprendre comment ça se fait que les autorités ivoiriennes aient laissé Trafigura continuer ses activités immédiatement suite à la catastrophe du Probo Koala. Dès l'année 2007, se mettent en place des structures offshore qui sont des sociétés amies de Trafigura, gérées par des anciens employés ou des proches ou des sociétés qui collaborent étroitement avec Trafigura pour commercialiser des produits pétroliers en Côte d'Ivoire et du pétrole brut. Amadou Touré, neveu d'Alassane Ouattara, dirige la filiale ivoirienne de Puma Energy, chargée des activités de raffinage, de distribution notamment de Trafigura. Trafigura qui, comme vous le disiez, a recours désormais à des sociétés offshore. Alors cela en soi n'a rien d'illégal, mais diriez-vous que c'est moralement inacceptable ? Effectivement, c'est pas illégal de créer des sociétés offshore. Ça a clairement pour but de dissimuler, si vous voulez, la véritable identité de Trafigura en Côte d'Ivoire. Et puis ensuite, quant au recours, comme vous dites, du neveu du président Alassane Ouattara, Amadou Touré, en tant que président de la filiale locale de Trafigura, de Puma Energy, c'est une méthode que Trafigura applique ailleurs dans le continent africain, notamment en Angola, où Trafigura dispose d'un monopole sur l'approvisionnement des carburants dans le pays grâce à un joint venture, un partenariat qu'elle a fondé avec un conseiller du président Dos Santos. Vous décrivez donc un système où s'entremêlent pétrole, pouvoir et argent. Exactement. C'est un peu la règle du jeu, malheureusement, dans plusieurs pays africains quand on veut toucher au pétrole. Il est question de gros sous, il est question de gouvernement, et c'est un jeu auquel se prête bien volontiers Trafigura, notamment avec ce cas de la Côte d'Ivoire et d'Angola dont je viens de parler. Alors, autre grande question, revenons à la Côte d'Ivoire, il faut rappeler que Trafigura n'a toujours pas reconnu sa responsabilité. Force est de constater aujourd'hui que 10 ans après ce scandale, Trafigura continue de nier toute responsabilité. Elle adopte une double stratégie de défense. En fait, la première, c'est de nier sa responsabilité dans la catastrophe. Et la deuxième, c'est de nier même les effets sur la santé du déversement des déchets toxiques. À mon sens, on se trouve assez loin d'une société qui prétend être responsable. Et ce, alors que le processus d'indemnisation est, disons, pour rester gentil, chaotique et toujours pas terminé. Non, effectivement, ça a été compliqué. Il y a eu ce premier accord signé en février 2007 entre le gouvernement de Côte d'Ivoire et Trafigura qui s'est engagé à verser un peu plus de 150 millions d'euros en échange de l'abandon de toute poursuite contre cette société. Il semblerait qu'un bon tiers des victimes n'aient pas été indemnisées suite à cet accord. Ensuite, il y a eu une nouvelle procédure judiciaire en Angleterre qui a également débouché sur un accord extrajudiciaire.
en septembre 2009. Là aussi, il semblerait que certains des fonds aient aussi été détournés ou en tout cas soient pas arrivés dans les mains de la totalité des victimes. Il y a d'autres procédures encore qui suivent leur cours aujourd'hui et ça explique sans doute cette attitude assez défensive de Trafigura. Sur les 17 zones polluées en 2006, le ministère ivoirien de la Santé relève une progression des cancers et des malformations de naissance. Non, ce n'est effectivement pas du tout terminé. Les autorités ivoiriennes ont récemment mandaté plusieurs agences, notamment onusiennes, pour effectuer des prélèvements, pour essayer de mieux comprendre finalement les effets sur l'environnement et la santé publique. Là aussi, je trouve que c'est une attitude assez irresponsable de la part de Trafigura, qui fait de la rétention d'informations par rapport à la nature réelle de ces déchets et qui peut-être empêche de faire la lumière sur la réalité des effets sur la santé et l'environnement de ces déchets. Et pour les dirigeants ivoiriens, le dossier Probo Koala appartient au passé. Comment le comprendre ? C'est effectivement difficile à comprendre. Tout d'abord, il y a l'existence de cet accord entre l'État ivoirien et Trafigura qui date de février 2007. Ça, c'est peut-être une première explication. Seconde explication, c'est peut-être les investissements que Trafigura s'apprête à faire dans le pays avec ce potentiel rachat du réseau de stations-service de la société nationale Petrosi, qui là aussi se situe dans une sphère politique qui est assez opaque. On peut supposer également que la présence du neveu du président Ouattara au sein de la société Puma Energy, filiale de Trafigura, peut expliquer l'attitude des autorités ivoiriennes. Marc Guénia, merci. Entretien signé Jean-Jacques Louarn. Guillaume Cordeau. Merci d'écouter Radio France Internationale. À la une de l'actualité internationale, la guerre en Syrie. Avec une nouvelle phase, la marine russe tire des missiles de croisière contre les djihadistes depuis des navires en Méditerranée. Entre les affrontements, le Croissant Rouge a réussi à évacuer 36 civils dans des villes assiégées par les forces du régime de Bachar el-Assad ou par des rebelles. Aux États-Unis, le directeur de campagne de Donald Trump démissionne à moins de 3 mois de l'élection présidentielle. Paul Manafort a remis aujourd'hui sa démission au candidat républicain. Donald Trump l'a accepté. Paul Manafort devenait gênant dans la campagne de Trump car désormais l'ex-homme fort du milliardaire était montré du doigt dans une affaire de corruption en Ukraine. En Allemagne, le virage sécuritaire de la CDU, parti présidé par la chancelière allemande Angela Merkel, après les attaques à caractère terroriste de la fin juillet. Le ministre de l'Intérieur a rencontré ses homologues des Länders pendant 2 jours à Berlin. Ils ont proposé ensemble une série de mesures sécuritaires aux allures de programme électoral avec notamment l'interdiction partielle de la burqa. Le corps de Mélanie Guérin, une touriste nantaise de 35 ans portée disparue au Népal, a été retrouvée sans vie. La jeune femme qui avait passé un mois dans le pays était introuvable depuis le 13 août. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de sa mort, annoncée aujourd'hui le Quai d'Orsay. Le journal des Jeux. Le sport, ce soir avec Antoine Grenier. Bonsoir. Bonsoir Guillaume. Avec donc une riche soirée en athlétisme du côté africain. Oui, alors que pour l'instant, aujourd'hui, aucun athlète du continent n'a remporté de médaille. On est en droit d'attendre. Est-ce que ça change ce soir ? Bonsoir Christophe Jousset. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Vous êtes l'envoyé spécial de RFI sur ces disciplines d'athlétisme à Rio, aux côtés d'Olivier Pron. Ça ira vite ce soir avec le relais du 4x100 féminin. Oui, et les Nigérianes qui seront les uniques représentantes du continent africain dans cette finale du 4x100 mètres féminin. Les Nigérianes habituées à fréquenter le haut niveau mondial sur cette spécialité. Elle qui avait terminé 4e des derniers Jeux à Londres, mais aussi médaillée de bronze à Pékin en 2008. Donc le Nigeria, avec notamment sa sprinteuse vedette Blessing Okagbare, espère réussir quelque chose dans cette finale du 4x100 où il faudra quand même affronter la concurrente des Américaines d'Alison Félix, des Jamaïcaines également comme Shelly-Ann Fraser, les Britanniques, les Allemandes, enfin bref, il va y avoir une grosse bagarre sur ce 4x100 féminin. Il y aura également, mais là l'Afrique n'est pas concernée, la finale du 4x100 masculin. Ça fera l'objet d'une émission spéciale sur RFI à partir de 22h33 heure de Rio. Vous rajoutez 3 heures pour avoir le temps universel. Les séries sur les autres relais, c'est pour ce soir également. Les autres relais, je veux parler du 4x400 mètres.
Chez les filles, eh bien les Nigérianes auraient dû être ici. Elles avaient fait les chronos qualificatifs, mais il y a eu un coup de théâtre à l'approche des Jeux, puisqu'elles ont été retirées de la liste des engagés, tout simplement parce que l'un des chronos qualificatifs, ou les deux chronos qualificatifs d'ailleurs, avait été réalisé au championnat du monde de Pékin, et par la suite, l'une des relayeuses a été convaincue de dopage. En tout cas, son contrôle positif a été révélé a posteriori. Donc, le Nigeria a été déclassé, retiré de cette liste. Pas d'Afrique donc sur le 4x400 féminin. En revanche, l'Afrique est bel et bien représentée sur le 4x400 masculin, avec le Botswana qui présente une équipe qui a fière allure. Isaac Makwala, finaliste sur 400 mètres individuels au dernier championnat du monde. Babolo Kitebe, le junior, sacré champion d'Afrique en individuel à Durban au mois de juin. Nigel Emos, vice-champion olympique à Pékin sur 800 mètres. Et Karabo Sibanda, 5e du 400 mètres individuel ici même. La course, vous vous en souvenez, du record du monde de Van Niekerk. Donc sur le papier, il y a du talent dans cette équipe du Botswana qui devra, pour se qualifier, terminer parmi les 3 premières ou faire partie des 2 équipes repêchées pour la finale. Alors Christophe, là aussi ça ira vite, mais pendant un petit peu plus longtemps, le 5000 mètres féminin, une finale qui s'annonce très intéressante. Oui, et on se demande bien si Alma Zayana, qui a été tout simplement époustouflante sur le 10 000 mètres. C'était la première grande finale de ces Jeux Olympiques ici en athlétisme au stade olympique. Eh bien, elle avait frappé un énorme coup en explosant le record du monde, le vieux record du monde du 10 000 mètres féminin de 14 secondes. Alma Zayana court ce soir pour le doubler sur le 5 000 mètres. Il y aura une fois encore la concurrence d'autres Éthiopiennes, de la Kenyane, Viviane Cheruiyot, qui a terminé 2e du 10 000 il y a une semaine, mais bien entendu, Alma Zayana est la favorite. À noter une statistique très intéressante en ce qui concerne l'Éthiopie. L'Éthiopie a gagné le 5000 féminin dans 8 des 10 derniers grands championnats, c'est-à-dire championnats du monde ou Jeux Olympiques, avec des noms que vous connaissez par cœur: Tirounesh Dibaba, Meseret Defar et Alma Zayana. C'était l'année dernière. Christophe Jousset en direct depuis Rio, depuis les épreuves d'athlétisme. Merci Christophe. La suite des derniers résultats à Rio, justement Antoine, avec une belle soirée pour le taekwondo. La première médaille ivoirienne depuis 32 ans est assurée. Cheikh Cissé, le triple champion d'Afrique ivoirien, est assuré de remporter soit l'or, soit l'argent, puisqu'il disputera la finale des moins de 80 kilos tout à l'heure contre le Britannique Loutalou Mohamed. La dernière médaille ivoirienne, c'était au jeu de 1984 grâce à Gabriel Tiako sur 400 mètres. Autre Africain encore en lice, le Tunisien Oussama Oueslati, qui disputera sa rencontre pour la médaille de bronze. Merci Antoine Grenier pour ce journal des sports, et dans quelques instants le meilleur d'appel sur l'actualité avec Marie Casadebé. Des sujets divers aujourd'hui avec vos choix, le choix des auditeurs. Suivez le zapping d'appel sur l'actualité avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile. Ce matin, c'est vous qui avez choisi les sujets de débat de rappel sur l'actualité, et notamment la manifestation qui a dégénéré mercredi à Bamako après l'arrestation du blogueur Rasbas. Rasbach, il a des positions très controversées, il a parlé de tout le monde. Pourquoi maintenant, particulièrement parce qu'il touche à un sujet, on l'arrête? Depuis un certain temps au Mali, il ne se passe pas un régime où il n'y a pas de disparition d'un homme de presse. Les gens en ont tellement marre que souvent entendre les journalistes dénoncer certaines choses, ça les apaise. Depuis l'arrivée du président Ibeka, il y a eu au moins 3 disparitions de journalistes, mais personne ne dit un mot. Et aujourd'hui, le président, il parle pas beaucoup, il parle pas avec le peuple. Si vraiment il aime le Mali, qu'il ne se présente pas au deuxième mandat, et d'éviter de mélanger politique et religion. Autre manifestation qui a tourné au drame, celle organisée par l'opposition à Conakry mardi et qui a rassemblé plusieurs centaines de milliers de personnes. La particularité de cette manifestation cette fois-ci, que ce n'est pas seulement les militants des partis politiques qui sont descendus dans la rue, c'était une marche civilisée. Bien sûr qu'une partie de ces revendications relève de la compétence de la société civile ou des syndicats, mais ces deux entités ont démissionné totalement de leur rôle. Nous allons passer 10 ans à parler d'élections dans notre pays. On ne parle pas de développement. Je ne pense pas qu'un parti politique soit dans son rôle d'appeler à manifester. Je pense qu'ils trouvent tout le temps des moyens de manifester et malheureusement, ça se termine toujours par des pertes en vies humaines. Ils utilisent la cherté de la vie, la baisse du prix de carburant pour inciter les gens à sortir, mais à mon sens, ils ne sont pas dans leur rôle.
Vous avez aussi souhaité réagir à la polémique sur le burkini en France. C'est le pays des droits de l'homme, le pays des libertés. Aujourd'hui, suite aux attentats, la France est en train de devenir autre chose, est en train de devenir quelque chose de vraiment désagréable. La liberté, c'est choisir ce qu'on veut mettre. Si j'ai envie de me baigner en costume ou en tenue de cosmonaute, mais ça c'est mon problème. Pourquoi on va interdire à des personnes de choisir de mettre ce qu'elles désirent? Cette tenue-là, elle s'assimile quasiment à de la combinaison de plongée. Donc il y a un vrai objectif derrière, c'est qu'il y a une stigmatisation de la communauté musulmane, notamment des femmes. Lundi, nous dresserons ensemble un bilan des Jeux Olympiques de Rio. Dites-nous l'image que vous retiendrez de ces Olympiades. Ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va. Le monde. Pascal Paradou. Si tu sors, je sors. Une histoire de politique, de commerce et de pagne. Car le texte de Gustave Akakpo et Marc Akbedidji nous raconte la mondialisation. Les pagnes africains sont hollandais. Pour exister, les Africains doivent s'unir et cesser d'avoir honte d'eux-mêmes. Assumez, madame, monsieur, les couilles de vos produits. Ça va, le monde. Dimanche, à partir de 10h10 TU. RFI.